Bienvenue à tous. Partie 2 de la mini-série sur Stellarium. Si vous découvrez Stellarium, je vous incite fortement à commencer par la partie 1 où on fait les premiers réglages de base du programme. Dans cette partie 2, on va terminer les fonctionnalités d'entrée pour découvrir le ciel et se rendre familier avec Stellarium. Et on va finir avec des informations plus avancées comme le HIP Survey, qui va intéresser beaucoup les gens qui utilisent Stellarium pour l'astrophoto. Ça fait passer Stellarium réellement à un niveau supérieur. Donc, on termine rapidement avec les fonctions de base. La dernière fois, on s'est attardé beaucoup sur la partie panneau de contrôle de gauche. Cette fois-ci, on passe à travers le panneau de contrôle du bas. Les premières icônes, vous allez les découvrir très facilement par vous-même, mais rapidement, ça permet de euh, montrer les constellations, donc soit les formes, soit les noms, et des représentations graphiques peut-être pour les personnes qui manquent d'imagination, représenter un peu pourquoi les constellations ont tel ou tel nom. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on veut découvrir le ciel et évidemment, pas juste celles du près de l'équateur, près de l'horizon. Évidemment, on peut se promener partout dans le ciel et faire dérouler les constellations tout au cours de la nuit. Heu, Ici, on a les positions et les déplacements par rapport à l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire, je le rappelle rapidement, c'est l'étoile qui se situe le plus près de l'axe de rotation de la Terre. Donc durant la nuit, on a l'impression que tout tourne autour de l'étoile polaire, Polaris ici. Donc un exemple, si on regarde ces deux, ou ce petit groupe ici avec la galaxie de Bode, je vais me mettre dessus. On va faire un zoom arrière et si on se déplace en temps au cours de la nuit, vous allez voir, elle reste par rapport au cercle bleu à la même position, c'est-à-dire qu'elle décrit un cercle autour de Polaris. Et c'est vrai pour tous les objets. Donc ça peut être intéressant pour se donner une idée de comment les éléments, comment les objets vont se déplacer au cours de la nuit. Donc ça, c'est le globe ici qu'on voit. Le cinquième onglet va nous présenter lui aussi un quadrillage, mais vis-à-vis du zénith. Donc le point qu'on voit ici, c'est lorsqu'on regarde directement au-dessus de notre tête, c'est le point zénith. Donc c'est différent du point de l'axe de rotation de la Terre, de Polaris, de l'étoile polaire qui est ici. Ça, c'est par rapport à notre emplacement, le point qui est à 90°, donc directement au-dessus de notre tête. Ça va être intéressant, ça va être intéressant et utile, encore une fois, pour l'astrophoto. C'est littéralement le moment où il va y avoir ce qu'on appelle le flip du méridien. Donc c'est aussi une information qui va être surtout utile pour les gens qui font de l'astrophoto. Cet onglet-ci, c'est pour faire apparaître et disparaître le plan avant. Donc, si on l'enlève, littéralement, là, on se retrouve à voir ce que nos amis de l'hémisphère sud voient en ce moment, parce qu'on voit sous nos pieds. Donc, c'est perturbant. Moi, je trouve ça plus perturbant qu'autre chose, donc je le laisse toujours. Parmi les autres onglets que vous pourrez vous amuser on and off, de toute façon, à chaque fois qu'on va se mettre sur un onglet, il y a la petite information ici sur la gauche qui apparaît pour expliquer ce que l'onglet représente. Vous pourrez vous amuser à passer à travers. Ça, c'est quand on veut passer excusez-moi, ici, c'est quand on veut passer de plein écran à fenêtre. Celui-ci, ça va être très intéressant si vous vous servez de Stellarium sur une tablette, sur votre téléphone. Ça vous permet de vous mettre en mode nuit et de ne pas vous faire d'ennemis si vous allez à une rencontre d'astrophotographes ou d'observateurs du ciel. C'est littéralement le passage en lumière rouge. Là, elle est plutôt orange, puis c'est pas forcément une excellente idée de la part de Stellarium.
On va expliquer rapidement pourquoi, mais on fera une vidéo sur comment l'œil perçoit la lumière la nuit et comment on s'assure de garder une bonne vision nocturne. Mais ça aurait été mieux que ce soit plus dans les longueurs d'onde du rouge que dans l'orange. La lumière rouge, ça préserve l'adaptation de l'œil à l'obscurité. Donc en 2 mots, ça vient vraiment de la physiologie de la rétine. Comme probablement beaucoup savent, dans les yeux, on a des bâtonnets et des cônes. Les cônes servent à obtenir l'information vis-à-vis de la couleur et les bâtonnets, c'est plus l'aspect luminosité. Donc les bâtonnets c'est ce qu'on appelle achromatique. Ils vont être sur et en plus, ils vont être surtout sensés vers, 500 nanomètres qui est, au niveau de la gamme électromagnétique, la couleur verte. Donc, comme c'est l'endroit où les bâtonnets sont le plus sensibles, en se mettant dans le rouge, on s'éloigne du point où ils sont le plus sensibles et on les affecte moins. Pourquoi les affecte moins? Les pigments des bâtonnets, lorsqu'ils reçoivent, une forte intensité de lumière, ils vont absorber cette énergie lumineuse et ils vont, à certains moments, se saturer. Et si on leur envoie beaucoup d'informations lumineuses, donc une grande lumière, blanche comme un écran de téléphone ou quand on allume une lumière, ils vont être saturés pendant 15 à 30 minutes. C'est-à-dire que il va y avoir un déclin de l'excitation, mais ça va prendre 15 à 30 minutes pour retrouver la visibilité nocturne, donc l'adaptation à l'obscurité maximum. Donc si vous allumez un écran d'ordinateur pendant une soirée d'astro, tous les observateurs autour de vous, leur soirée est gâchée pour les 15 à 30 prochaines minutes, donc vous ne ferez pas d'amis. Et c'est pour ça que Stellarium a mis la fonction lumière rouge, dans son tableau, parce que c'est un impératif. Il y a même des endroits où il est interdit, d'avoir des lumières blanches et que vous pourriez vous faire expulser. Donc, par respect pour les observateurs, c'est très important de tenir compte de ça. Et pour ceux qui découvrent l'astronomie et qui veulent aller dans des rencontres, évidemment, on met ces lumières de voiture à off, quand on ouvre les portières et puis on se promène pas avec une lampe de poche blanche, parce que ça va être votre première et dernière, visite à cet endroit-là. Hem, Suite à ça, qu'est-ce qu'on a comme autre onglet intéressant? Pour ce panneau ici, ça va être les seuls pour l'instant desquels je vais parler. On va parler dans quelques minutes de HIP Survey et DSS, mais on va rapidement parler du panneau de contrôle qui est en haut à droite ici. Donc ça, vous voyez, quand on se place sur un objet comme je viens de faire, on a un curseur qui nous indique sur lequel on est présentement, loqué, c'est-à-dire qu'on l'a pris on s'est placé sur lui et si on vient sur la petite icône ici, on fait un zoom directement sur, l'objet et le cadre qui est représenté autour, lui, est directement en relation avec les informations qui se trouvent ici. C'est-à-dire qu'il vous présente le le champ de vision que vous auriez, ou plutôt dans ce cas-là, le champ de photographie que vous auriez en utilisant un télescope Esprit 100 ED. C'est un télescope de 500 millimètres, donc ça, c'est un de mes télescopes et une caméra, 2600 mm ou 2600 MC Pro. Donc il prend en compte la taille du capteur de la caméra et la longueur focale du télescope pour vous dire si avec ces 2 équipements-là, vous prenez une photo, de la galaxie de Bode, elle va se représenter comme ça dans le cadre de lorsque vous allez capter, donc dans l'image. Elle va représenter ce pourcentage-là de la surface que vous allez, avoir, sur votre impression. Ça, c'est extrêmement utile pour les astrophotographes parce que c'est avec ça qu'on détermine quel ensemble de télescopes et caméras va être le plus adapté pour tel ou tel, objet du ciel. Et c'est vraiment, très, très fiable. On va prendre un exemple, bon, toujours, on va prendre un truc très classique. Donc ici, on est au nord, on va se mettre, par exemple, heu, sur la tête de cheval. Donc je me cadre sur la tête de cheval et ça donne une idée avec ce télescope-là et cette caméra-là, ce que ça donne comme cadrage. Si je change avec les petites flèches ici, le
télescope, que je prends un télescope avec une beaucoup plus grande distance focale, donc qui zoome beaucoup plus, longueur focale, on voit qu'on a un cadrage beaucoup plus serré, forcément. Et on va se dire dans ce cas-là, bon, bah, si je veux prendre la tête de cheval et puis son cadre habituel, je vais y aller avec cette, cet ensemble-là. Un télescope de 500 millimètres de focale et cette caméra-là vont faire un très bon travail pour me donner une représentation, celle que je recherche pour la tête de cheval. Et je vais vous montrer, ce que ça donne parce que c'est justement pris une photo de cet endroit-là du ciel avec cette caméra et ce télescope et ça a donné, ceci comme cadrage. Donc là, je l'ai délibérément mis dans la même, position pour qu'on ait vraiment la une belle perception de ce que ça, de ce que ça donne. Et on voit que c'est vraiment très fidèle au niveau du cadrage, peut-être l'angle un petit peu ajusté, mais on voit que c'est vraiment, donc on peut se fier aux informations de Stellarium pour s'assurer que notre cadrage va, nous plaire au final. Avec le temps qu'on passe à faire des photos, la moindre des choses, c'est que ça nous plaise au final. Donc cette option-là est vraiment très, très intéressante et comment on ajoute nos télescopes et nos, caméras, dans Stellarium, c'est vraiment très simple. Encore une fois, la petite clé qui est ici à droite et on va ajouter nos télescopes dans la zone télescope et nos caméras dans la zone sensor. Donc, on fait juste ajouter et on rentre les informations. Pour un télescope, c'est relativement simple. On prend le diamètre. On a besoin du diamètre et de la distance focale. Et pour le sensor, on doit mettre les résolutions et les résolutions, c'est, je dirais, un peu anecdotique, mais surtout, ce qui est important, c'est les dimensions du capteur. Longueur, largeur, ça, vous allez le trouver très facilement quand vous achetez une caméra ou même pour les caméras classiques, les Canon, les Nikon, cette information est toujours disponible. Donc, on voit ici pour la 2600 mm, c'est un capteur APS-C avec ces dimensions-là. Juste faire attention, chaque fabricant a des dimensions un peu différentes. Ça, c'est des sensors Sony. Les Canon, les Nikon vont être légèrement différents, donc assurez-vous de mettre les bonnes dimensions qui correspondent à votre capteur pour que le cadrage soit vraiment très représentatif de ce que vous allez obtenir. Donc voilà. Euh, et maintenant, on va parler des fameux surveys. On voit que par défaut, Stellarium donne quand même certaines images intéressantes de beaucoup d'objets et je dirais de plus en plus d'objets. Donc les objets, très connus, ici la nébuleuse d'Orion, la tête de cheval, Casper the Friendly Ghost. Ici on a, la tête de la nébuleuse de la tête de la sorcière. Ces objets-là, ils sont quand même bien représentés dans Stellarium, mais c'est pas le cas de tous les objets et il y a ce qu'on appelle des surveys, qui ont été donc c'est des comment on pourrait appeler ça? Des mappings, à défaut d'un meilleur terme, ont été développés pour, cartographier le ciel, un peu faire des Google Maps du ciel et ça donne des informations beaucoup plus précises et en beaucoup plus grand nombre. Donc, comment on fait pour ajouter ces onglets, Hip Survey et DS Survey? On retourne dans notre, onglet, heu, ciel et vue et on va dans Survey. Mais avant de faire ça, si vous n'avez pas déjà les onglets apparents, on va les ajouter et pour ça, on va aller tout d'abord dans Configuration. Donc, je recommence. Avant d'aller dans la vue du ciel, on va tout d'abord dans Configuration et on va aller dans Extra et dans Extra, on va ajouter DSS Survey, bon, c'est un peu de répétition et Hip Survey. Donc on coche ces 2 cases-là. Vous voyez, quand on les décoche, quand maintenant je regarde ma barre ici, ils ont disparu et quand on les cochait, pas besoin de faire des appliquer ou confirmer, ils apparaissent directement. Donc une fois qu'on a fait dans le panneau de configuration l'ajout, on va aller les faire apparaître à l'écran. Pour cela, quand on va dans le panneau
vue du ciel, on se place sur le dernier icône qui est Survey et vous voyez, il y en a une quantité, astronomique là, c'est le cas de le dire. On va sélectionner NSNS et ceux qui vont nous intéresser le plus, ça va être les DR 0.2, donc le O3 8 bits, le S2 8 bits, le H-alpha 8 bits et le RGB Continuum. On va commencer par le RGB Continuum, donc on va cliquer, on va mettre, le panneau de contrôle un peu de côté et ça, c'est la vue standard, je dirais, de Stellarium et regardez maintenant quand on active le Hip Survey, on passe dans une autre dimension littéralement. Donc on voit que les objets là qu'on distinguait sont toujours présents, mais là d'un seul coup on voit tous les gaz et ça n'a plus rien à voir. Donc finalement, la vue de base de Stellarium, on va dire qu'elle est assez rudimentaire. Et si votre ordinateur est relativement, récent, il va avoir tout à fait la puissance pour aller, générer ces cartes-là. Donc c'est des cartes ça a été développé encore une fois par nos amis, je dis encore une fois par nos amis de Strasbourg, parce que dans PixInsight, on se sert également de certaines de leurs données pour faire le plate solving de nos images. Donc ils sont quand même, très actifs et très utiles aux astronomes amateurs, les gens du centre de données de Strasbourg. Et si vous voulez en connaître plus sur les HIP Survey, il y a des documents sur Internet là, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes un peu amateur. Donc, c'est vraiment toute l'explication de pourquoi et comment ils ont fait ça. Donc, c'est des cartes à différents niveaux et plus on descend en précision dans les images, plus il y a de détails disponibles, mais les détails sont générés au fur et à mesure qu'on zoome. Donc, là, ici, il y a un document qui explique finalement ce que c'est les HIP Survey et si vous vous demandez à quoi ça sert la géométrie qu'on apprend à l'école, vous allez comprendre que quand on travaille et qu'on s'intéresse à ces choses-là, c'est bien utile. Donc, il y a différents niveaux de profondeur et à chaque niveau de profondeur, ils raffinent la carte. C'est pas mal intéressant et le fait que ce soit, offert gratuitement aux amateurs via Stellarium, c'est vraiment, génial. Donc là, c'est ce qu'on voit, on va dire, en RGB, donc des images colorées, mais beaucoup d'astronomes amateurs, surtout ceux qui sont dans les villes avec des ciels pollués, vont faire des images en bande mince, donc bande mince, H-alpha, S2 et O3. Pourquoi? C'est parce qu'en cherchant des gaz en bande mince, en allant chercher les gaz les plus répandus, dans l'univers, de façon à en évitant toutes les autres longueurs d'onde, on vient, masquer toute la pollution lumineuse. Donc même dans des centres-villes, on est capable, avec des expositions assez longues, d'aller chercher des belles images. Et pour ça, quand on fait nos recherches, c'est important de savoir si les objets qu'on souhaiterait prendre, contiennent ces gaz-là. Donc, si c'est des nébuleuses en émission, savoir, bon, est-ce qu'il y a assez de S2 pour faire des images, qu'on appelle SHO? Est-ce que c'est principalement de l'hydrogène et de l'oxygène? Donc pour ça, on va retourner sur notre page survey ici et on va pouvoir au choix sélectionner juste le H-alpha. Voilà, par exemple, et voir quelle est la quantité de H-alpha présente dans une certaine zone. On va pouvoir faire la même chose avec le O3 et on va pouvoir faire la même chose avec le S2. Donc là, on vient d'avoir un outil incroyable pour prévoir ses soirées lorsqu'on fait de la photographie en bande mince, ce qu'on appelle narrowband. Donc c'est vraiment, je trouve, un outil incroyable pour la préparation de soirées. Ça nous permet de voir justement quels, quels, euh, quels objets
ont une présence balancée entre les 3 gaz. Donc est-ce que ça vaut la peine de faire le S ou est-ce qu'on se contente de faire le HA qui est toujours évidemment le plus présent? Mais est-ce que si on fait HA et O3, on va avoir une représentation fidèle de l'objet? C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le graal pour, tous les astronomes amateurs qui font l'astrophoto en SHO. Donc, je pense que pour maintenant, on va conclure cette deuxième vidéo sur ces éléments-là. Si certains d'entre vous ne connaissaient pas cette fonctionnalité-là, je pense que ça va leur changer la vie, parce que c'est vraiment un outil, qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Moi, personnellement, avant de connaître cet outil-là, j'allais toujours essayer de trouver si les astronomes amateurs qui publient leurs photos, publiaient les photographies monochromes, de base pour voir les ratios de HA, S et oxygène. Certains le font, vraiment pas tout le monde le fait. J'avais essayé de moi, de mon côté, de prendre l'habitude de le faire pour aider un peu tout le monde et puis, là, quand j'ai découvert, ces fonctionnalités-là dans les surveys, ça a complètement changé ma préparation de soirée. Donc j'espère que ça va vous être autant utile qu'à moi. Et sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite un bon ciel et puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Peut-être un peu sur la captation de lumière par les yeux et puis ces choses-là. Je pense que ça démarrerait bien la série de vidéos sur l'aspect scientifique plus standard de la chaîne. Donc, au plaisir et bon ciel à tous.